Deuxième des 24 fois où on le va probablement entendre l'hymne néerlandais sur un podium de Formule 1 cette année. Ça y est, check, quasi domination de Max Verstappen. Et il lui manque quand même le meilleur tour. Il lui manque aussi d'avoir mené tous les tours de la course à cause de Norris qui était sur une stratégie décalée. Ben alors ? Doublé chez Red Bull. Merci, circuler, il n'y a rien à voir, enfin en tout cas en piste. Hein. En fait, l'intro, ça permet de parler de Verstappen et de Red Bull quand il se passe rien. C'est nickel. On va faire ça toute la saison. Hein. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024 de Formule 1. C'est parti. Alors, on va commencer par le commencement et le fameux jump start de Lando Norris qui peut prêter un petit peu à confusion. Alors, on avait déjà parlé de cas similaires avec Bottas, je crois, plusieurs fois, il me semble. Mais ça fait toujours du bien de faire un petit rappel. Alors tout le monde est bien sur la grille, pas de soucis, les feux s'allument et juste avant leur extinction, Norris avance légèrement avant de se rendre compte de son erreur. Il s'arrête, il reprend l'embrayage, puis enfin, une fois que les feux s'éteignent, il prend son départ. Alors notez que le départ de Norris, il reste tout de même relativement mauvais, vu l'écart qui a été fait avec ceux de devant. Mais il arrive quand même à conserver sa position sur les premiers virages. Alors oui, on voit clairement que Norris bouge sur la grille avant que les feux s'éteignent, puis s'arrête. Même un aveugle le voit, sauf que en Formule 1, la règle n'est pas de savoir si visuellement il a bougé, mais si le capteur a détecté ou non un mouvement avant que les feux s'éteignent, comme c'est inscrit à l'article 48.1 du règlement sportif. Alors pour des raisons évidentes, le capteur a une marge de tolérance, car même à l'arrêt, avec un moteur qui monte dans les tours, la voiture elle peut bouger légèrement avec des vibrations, etc. Tu vois, un truc relativement normal, c'est pas un objet inanimé, t'as compris. Et la FIA a jugé que Norris ne méritait pas de pénalité, le capteur n'a rien détecté, donc en fait il n'y a pas de raison de sanctionner, mais ça se voit qu'il bouge. Et en fait les commissaires sportifs ils sont aussi là pour rectifier des injustices, et pour le coup je trouve que c'est assez honnête de dire que Norris n'a pas gagné un avantage injuste à ce faux départ. Au contraire, même, il s'est plutôt pénalisé lui-même. Alors je pense qu'en l'état, avec les règles clairement établies pour ce genre de cas, c'est plutôt un bon call de la FIA là-dessus, sauf que oui, les capteurs sont, je trouve personnellement, un petit peu trop tolérants, parce que là, faut pas déconner, parce qu'on le voit vraiment avancer. Donc faudrait donner peut-être un petit peu moins de marge, et ça me paraît pas déconnant de le faire. Alors deuxième problème, les roues avant de Lando Norris sont en dehors de la grid box, de son emplacement. Elles ne touchent plus la ligne blanche de devant. Et alors, après nous avoir cassé les parce que c'est le terme, l'année dernière sur la manière dont les voitures doivent se placer dans le truc blanc, machin, etc., où on a mis des pénalités à Ocon, à Bahreïn, à Alonso, à Jeddah d'ailleurs, et là on dit rien. Alors Norris, selon les règles, n'a pas vraiment fait un faux départ, j'ai pas trop de problème avec ça. Par contre, il avait plus la voiture dans l'emplacement au moment du départ, et c'est ça qui me gêne un petit peu plus. Et pour moi, ça aurait dû être pénalisé de 5 secondes, comme c'était le cas l'année dernière ou les années précédentes. Alors, dommage pour la FIA de ne pas être constant là-dessus. Après, en vrai, ça me dérange pas non plus des masses pour Norris. Il n'a pas gagné un avantage qui était injuste sur ce faux départ. Pour moi, c'est ce qui compte le plus de mon point de vue. Mais bon, il y a quand même des règles, il faut les respecter, mais voilà. Bon, faut qu'on parle un petit peu stratégie et de cette Masterclass. Ah, c'est un peu too much. Non, c'est too much. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est l'écurie qu'on pensait clairement dernière sur cette grille cette année, et ça s'est révélé être la première à marquer des points et dès le deuxième Grand Prix. Et le tout sur une maîtrise stratégique brillante. Donc bravo As. Hülkenberg par P15 prend l'avantage sur Ricciardo au départ, safety car au tour 7, une place de gagné puisque Stroll se met dedans au virage 22. On décide de scinder en deux la stratégie chez As. Hülkenberg se retrouve donc P8 avec des médiums pendant que tout le monde a switché sur les hards pour tenter d'aller au bout avec un arrêt au stand. Sachant que dans le Big Five, il n'y a plus 10 bagnoles, il n'y en a plus que 9, donc il y a moyen d'aller chercher un point. Norris, Hamilton et Joe sont dans le même cas, et maintenant faut espérer en fait une autre safety car un petit peu plus tard, ou
emmener le plus loin possible les médiums pour avoir une différence de performance assez grande sur les pneus pour pouvoir remonter une fois que tu t'es arrêté. Derrière, tout le monde se bat. Comme les écarts sont serrés, c'est difficile de dépasser ou de s'extirper du paquet et on a droit à 2 actions un peu agressives de la part d'un certain Kevin Magnussen, pour changer. Premier incident avec Albon à la relance de la safety car au virage 4. Magnussen serre un petit peu trop la Williams contre le mur et contact. Pas une volonté de nuire, juste une mauvaise appréciation, sachant qu'à cet endroit, la piste fait un petit peu cet effet d'entonnoir, donc tu as vite fait de mal juger le truc dans les voitures qui sont méga larges, etc. Albon en parlait justement sur la F1 TV, ce virage est un peu mal foutu, voilà, donc bon. 10 secondes de pénalité, c'est un peu cher payé, je trouve. 5 aurait été peut-être un peu plus juste. Et puis alors, deuxième incident, cette fois sur Tsunoda, toujours au virage 4, où le Danois prend l'avantage en sortant un peu au large, 4 roues en dehors de la piste. Mais à cet endroit-là, on a vu des pilotes couper bien plus le virage suivant. Lui, il a quand même fait l'effort de revenir le plus vite possible sur la piste. Et il se prend 10 secondes de pénalité en plus. Pour le coup, je trouve ça assez excessif, surtout si en plus on lui donne pas l'opportunité, par exemple, de rendre la position. S'il rend la position, on met rien, c'est bon, balle au centre, let's go. S'il la rend pas, 5 secondes. Mais alors 10 ? Vous allez me dire pourquoi, hein, peut-être vous avez des avis, mais je trouve que 10, c'est dur quand même. Bref, belle animation en tout cas parce que ça s'est battu toute la course dans ce peloton, ça s'est échangé les positions plusieurs fois, enfin j'ai bien kiffé moi à regarder ça pour le coup, mais comme ça se battait derrière, ça filait devant et c'était tout bénef pour Hülkenberg qui attendait sa safety car ou espérait avoir un gap suffisamment grand. Finalement pas de safety car, mais le gap a tellement grossi qu'Hülkenberg a pu passer au stand, mettre des hards et ressortir devant Magnussen pour être en P10, ferme, nette, précise. De là, suffisait de rallier l'arrivée. Alors la Haas de Magnussen était probablement peut-être la plus lente du lot, intentionnellement, probablement. La Williams peut-être la plus rapide, mais les écarts étaient tellement serrés que c'est celui qui a été le plus agressif qui s'en est sorti le mieux. Ça a plongé pour Tsunoda malgré un départ dans le top 10. On a vu l'Alpine se battre aussi, ce qu'on ne s'attendait pas à voir, pour être tout à fait honnête. Et on a senti un Magnussen qui faisait tout pour ne pas se faire passer, malgré toutes les attaques DRS qu'il a eues, à la fois de Tsunoda, puis d'Albon, et puis de Ocon, et puis de... Il n'a pas arrêté de défendre. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, en dehors du trafic, c'est tout bénef. Autrement, les écarts sont tellement réduits, tellement serrés que tu t'en sors absolument jamais. Et une stratégie à 2 arrêts, là pour le coup à Jeddah ça pouvait pas fonctionner, le rythme était trop important malgré tout, et pour tenter de revenir ou de provoquer un undercut, c'était trop complexe à mettre en place. Le problème, c'est pas qu'on sacrifie une voiture pour l'autre dans ce cas-là, au contraire, moi je trouve ça méga intelligent en stratégie, j'adore ce genre de réflexion en tout cas. Mais en fait, les pénalités de Magnussen n'ont donc eu aucune incidence sur sa course et ont plutôt eu une incidence sur celle des autres, sachant qu'il s'est porté en tête du paquet de manière illégale. Alors, je vous avais dit l'année dernière que ce serait peut-être pas mal d'étendre le nombre de points au-delà du top 10 à cause des écarts qui étaient encore plus resserrés, que ça devenait de plus en plus difficile, etc. Là, autant foncer, prendre des pénats à chaque fois et laisser son coéquipier s'enfuir. C'est la seule façon de marquer des points pour le milieu de peloton cette année en espérant qu'une des voitures du Big Five se mette dans le mur. Alors s'il y avait des points jusqu'à la dernière place, Magnussen et Haas auraient payé cher justement le fait d'avoir eu des pénalités. Ça aurait été plus juste et ça permettrait aussi de réduire l'avantage de sacrifier une voiture sans forcément l'enlever, mais bon. Après, ceci dit, moi ça me va aussi, c'est le jeu actuellement, bravo Haas, opportunité parfaitement saisie. On peut dire que c'est quelque chose d'un peu similaire à ce qu'avait fait Alpine avec Alonso et Ocon en Hongrie en 2021, pour la victoire d'Esteban. Mais Alonso s'est pas porté devant le paquet en coupant des virages. Pour un pilote anglais, finir devant Hamilton et Norris, ça le fait quand même. Après, il sait que la route est longue encore, il est assez lucide sur tout ça et je pense que c'est une vraie chance pour nous aussi de l'avoir. C'est une vraie chance pour les tifosi de l'avoir. C'est la déclaration de Fred Vasseur au micro de Canal+, Oli Biermann, appelé en plus que dernière minute pour prendre la place de Sainz qui souffrait de l'appendicite. Et porter les couleurs de Ferrari pour un premier Grand Prix sans jamais avoir piloté cette voiture sur un des circuits les plus physiques et exigeants, fallait le faire quand même. Alors, il a rien cassé, il n'a pas touché un seul mur, contrairement à un Stroll qui a touché 2 fois le même mur, mais bon, ça c'est pas comparable. Stroll, je veux dire, il a de l'expérience.
Il a été dans le rythme, il a fait ce qu'on lui a demandé, propre, il a pas joué les héros, comme lui demandait Fred Vasseur encore une fois. Il a construit tous ses dépassements, c'était propre, sans mettre la charrue avant les bœufs. Il les a pas tous réussis du premier coup, ces dépassements, mais c'est quand même très différent de la F2 que d'attaquer, machin, etc. Donc bon, bref, faut le faire quand même. Alors le plus gros problème allait être la gestion des pneus, ce qui est l'un des paramètres, si ce n'est le paramètre le plus difficile à gérer en Formule 1. Surtout que la safety car a écourté le premier relais et donc fallait faire un relais qui était tout simplement mais énorme sur les hards pour finir la course. Donc fallait faire une vraie gestion des pneumatiques, c'était pas simple. Et donc il finit devant Hamilton et Norris en stratégie décalée qui remontait mais pas assez vite car Biermann a réussi à mettre un petit peu plus de rythme pour finir la course. P7, plus de points marqués en F1 qu'en F2, rien que ça, bon, tranquille. C'est un petit peu con parce que en F2, il partait quand même en pole pour la course du dimanche, mais bon, bref, on verra ce que ça donne de toute manière pour Biermann cette saison en F2. Alors avec tous les virages rapides de Jeddah, le deuxième plus gros problème pour Biermann, ça allait être la nuque. En fin de course, on voyait très clairement que sur le on-board, il avait juste lâché de tenir sa tête dans les virages au point où le headrest s'est enfoncé sur le côté gauche, c'est vous dire. Je pense qu'on se rend pas bien compte de l'importance en fait du placement de la tête dans le cockpit, que ce soit dans une monoplace ou même dans une voiture de course fermée. Ça a pas l'air grand chose, mais c'est un petit peu comme le regard quand vous penchez la tête vers l'intérieur du virage, vous emmenez inconsciemment un peu tout votre corps et vos actions se dirigent vers l'intérieur, etc. Vous sentez tout dans la colonne. Mais en fait, quand vous laissez du coup votre tête se reposer sur l'extérieur, sur un côté de la voiture et tout, vous avez cette sensation de moins contrôler ce que vous faites, d'être moins connecté avec le reste de votre corps, ce qui est normal parce que du coup les muscles sont pas en tension, je suppose. Et du coup, je sais pas, c'est bizarre, vous sentez peut-être moins le dos, le bassin, etc. qui sont justement des points de ressenti sur ce que fait la voiture. Donc oui, bon, physiquement, c'est dur, il a pris cher dans les cervicales, aujourd'hui il doit avoir un bon torticolis, ça se trouve, mais en fait la conséquence de lâcher la tête, c'est que vous êtes un petit peu moins à l'aise avec votre pilotage, vous roulez un chouïa moins bien, et à 300 entre les murs à Jeddah, c'est pas simple. Bref, troisième plus jeune pilote à prendre le départ d'un Grand Prix après Verstappen et Stroll, premier Britannique dans la voiture rouge depuis 33 ans si je dis pas de bêtises. Il réalise le rêve d'enfance de Lewis Hamilton avant lui, impressionne comme finalement beaucoup de pilotes qui ont dû sauter dans la voiture au dernier moment. Je pense évidemment à Liam Lawson ou à Nyck de Vries à Monza il y a 2 ans. Ouais, il a fait le job, ouais. On devrait voir Sainz dans la voiture à Melbourne normalement, mais Biermann sera pas très loin quoi qu'il arrive puisqu'il sera aussi là pour la F2. Mission plus que accomplie vraiment pour le Britannique, amplement méritée. Maintenant, direction As la saison prochaine, s'il vous plaît. Et il me semble que Hayao Komatsu l'avait déjà sur le radar depuis sa FP1 l'année dernière au Mexique. Touche du bois, hein. Aïe, ouais, on parlait de bataille dans le peloton avec As. Dites-vous qu'il y en a 2 qui ont recollé à ce paquet parce que ça se battait devant. Sinon, les mecs, ils étaient un peu perdus, peut-être dans le désert à faire le Paris-Dakar. Je parle de Ricciardo et de Bottas, mais surtout de Ricciardo qui est passé mais totalement au travers de son week-end. Enfin, je suis désolé, mais... Alors Tsunoda lui met quand même 5 dixièmes en qualif, ça fait un peu beaucoup quand même pour de vrai, surtout que l'Australien se retrouve derrière une Haas et une Williams, quand son coéquipier arrive à passer en Q3, se paye même Stroll et se retrouve juste derrière Lewis Hamilton à un seul petit dixième sur un tour qualif. Ok, la Mercedes c'est pas la meilleure, mais à 1 dixième. Alors Tsunoda a pas fait non plus la meilleure course, il s'est retrouvé empêtré dans le trafic, n'a jamais réussi à s'en sortir, il a même complètement dégringolé pour faire P15. Il avait du mal à trouver du grip sur la voiture, peut-être que les pneus même se sont effondrés en fin de course. Pas certain du coup des rythmes des V-Carb, on va les appeler comme ça, ou des RB. Ricciardo, pour revenir à lui, il a eu un pit stop qui était un petit peu lent, bon ok, a recollé le paquet difficilement qui se battait, ok. Et finalement, il nous fait un joli spin en fin de course sur une erreur de pilotage, trop de vibreurs au virage 1, hop, tête à queue. Bon, pour un pilote de son expérience, c'est méga rare, voire étrange, et même un peu honteux. Je suis désolé, mais je trouve ça un peu honteux. Alors, le week-end de Daniel Ricciardo est pas loin d'être catastrophique, faut être honnête, mais on peut pondérer encore une fois avec la course de Tsunoda qui est pas non plus excellente. Est-ce que les V-Carb sont bien sur un tour chrono puis en difficulté en course? Peut-être bien. Faudrait les voir un petit peu en dehors du trafic parce que jusqu'à présent elles sont bouffées du trafic tout le temps. Est-ce qu'on voyait trop de potentiel chez RB après les essais hivernaux? Moi de mon côté oui, probablement. Finalement c'est peut-être pas le cas. Faut attendre de voir quelques grands prix pour se faire une meilleure opinion en tout cas. Donc bon, on va voir comment ça évolue.
Bon alors, on a eu droit à une autre bataille un petit peu plus haut sur la grille, c'était entre Piastri et Lewis Hamilton, McLaren contre Mercedes, puisque visiblement Ferrari confirme qu'ils sont bien devant, en tout cas, que ce soit en qualif ou même en course. Alors la Mercedes manque d'appui sur les virages à haute vitesse, on a entendu Lewis Hamilton pas mal se plaindre à la radio, ils sont un petit peu en galère, je crois qu'ils n'avaient pas tout à fait non plus résolu leur problème de surchauffe en arrivant à Jeddah, mais je pense qu'ils en ont pas tant souffert que ça pendant le Grand Prix. On a utilisé deux configurations d'ailes arrière pour Hamilton et George Russell, Hamilton avec l'aile de Bahreïn, car il manque encore un petit peu de confiance dans le train arrière. C'était pas mal pour les sorties de virage, mais la vitesse de pointe allait forcément en souffrir un petit peu, puisqu'il avait l'aileron un peu plus braqué que Russell. En parlant de rythme, eh bien Aston Martin, ça performe quand il n'y a pas trop d'essence dans la voiture, que ce soit en qualif ou en course. En qualif, c'est fusé. D'ailleurs, Alonso et Leclerc, on n'en parle pas assez, mais ils ont sorti tous les deux des tours absolument incroyables à seulement 3 dixièmes de Verstappen quand tout le monde se prend 6 dixièmes minimum. Là, c'est pas juste la voiture, là c'est vraiment les deux gars, là c'est les mecs au volant. Mais l'Aston a un meilleur rythme sur la deuxième partie de course, donc assez intéressant de voir comment ils vont évoluer dans les prochains Grands Prix pour tirer avantage peut-être de cette situation. Autrement, le début de course, Alonso, il reste quand même méga vulnérable malheureusement, donc c'est compliqué. Alors Hamilton a longtemps résisté à Piastri, la McLaren avait du mal dans le dernier virage et manque d'efficacité avec le DRS, donc c'était un petit peu kiff-kiff finalement entre McLaren et Mercedes. Lewis était sur une stratégie décalée, mais les médiums ont eu, on dirait, une seconde vie, que ce soit Hamilton ou même Norris. Ça tenait vraiment des très très bons rythmes en médium. Donc du coup, c'était pas déconnant d'allonger le plus longtemps possible tant que les pneus fonctionnaient au final, au cas où il y avait une safety car. Et puis ils ont tellement allongé qu'ils ont fini par faire medium soft au lieu de faire medium hard. Ça n'a pas tant joué en leur faveur cette stratégie, pas autant qu'ils espéraient en tout cas, mais c'était un très très bon risque à prendre pour le coup. Alors Red Bull est donc bien devant, Ferrari clairement deuxième et je dirais même qu'ils sont tout juste devant le groupe que je mettrais McLaren, Aston, Mercedes pour le moment. Mais encore une fois, c'est tellement serré que Charles, il a mis du temps à passer Hamilton, il a mis du temps à passer Norris. C'est pas venu d'un coup sec comme ça. Alors Melbourne, c'est un circuit avec un petit peu plus de virages lents que Jeddah, mais il y a quand même beaucoup de portions rapides maintenant depuis quelques années, depuis 2-3 ans je crois, 2 ans. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se jouer. Ces parties lentes devraient un petit peu plus correspondre à la Mercedes plutôt que McLaren ou Ferrari a priori. Ça dépend des améliorations que les équipes vont apporter. Mais encore une fois, tout se joue dans un mouchoir de poche. Donc j'ai vraiment hâte d'être à Melbourne pour voir comment ça se passait. Bon, pour l'instant, on peut pas trop voir c'est Red Bull devant quoi. Bon, je vous laisse avec un bonus évidemment, ça a été compliqué pour nos Français ce week-end. Double DNF sur problème mécanique pour Isaac Hadjar en Formule 2, ça commence à être un peu relou cette histoire. Victor Martin se fait gentiment sortir au départ de la course 2 dans le virage 2 ou 3, il me semble. Puis manque de rythme en course 2, donc c'est un peu l'enfer. Par contre, Dorian Pain a tout simplement éteint la concurrence en F1 Academy, mais elle perd sa deuxième victoire pour avoir passé 2 fois le drapeau à damier et prend 20 secondes de pénalité. Les drapeaux font foi, quoi qu'il arrive en sport automobile, c'est donc de sa faute si elle ne l'a pas vu. Mais l'équipe aurait pu quand même lui adresser un message qu'elle avait gagné ou la tenir au courant que c'était son dernier tour, par exemple, et pas aller à la radio en mode « qu'est-ce que tu fais? C'est fini ?» Bah ouais, tu me l'as pas dit. Alors la situation, elle est pas simple à gérer quand tu as un pilote qui continue d'attaquer alors qu'il n'est pas censé le faire. C'est là où ça devient vraiment vraiment dangereux et où ça ouvre la porte à des énormes drames, d'où le drapeau rouge qui a été agité. Donc encore une fois, on a peut-être frôlé une catastrophe. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix d'Australie, mesdames et messieurs. Faudra se lever tôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.